Bonsoir à tous. Bonsoir Isabelle Autissier. Nous sommes très heureux et très honorés de vous avoir parmi nous ce soir. Si, ça fonctionne. Si. Alors, vous étiez avant tout connue pour vos talents de navigatrice, mais aujourd'hui et maintenant, vous êtes également reconnue pour vos talents de plume. Pour commencer, citons les grandes lignes de votre parcours. Vous êtes ingénieur de formation, spécialisé en halieutique, enseignante de profession, devenue skipper professionnel à 35 ans par passion. Très tôt dans votre enfance, vous êtes attiré par la pratique de la navigation. Cette passion vous mènera très loin puisque vous êtes la première femme à avoir fait le tour du monde à la voile en solitaire en 1991. Cet exploit et ceux qui suivront, vos nombreuses actions en faveur de l'environnement contribuent à faire de vous une femme d'exception. Difficile de dresser une liste exhaustive de vos fonctions et engagements tant ils sont nombreux. Vous continuez à naviguer régulièrement et notamment en raison de votre engagement pour la cause environnementale. Et malgré les constats alarmants que vous faites lors de vos expéditions, déplacements ou voyages, vous dites garder l'espoir. Vous rencontrez votre premier succès littéraire dès votre premier roman publié en 2009, Seule la mer s'en souviendra, l'histoire d'une supercherie inspirée d'un fait réel. Puis suivront L'amant de Patagonie, grâce auquel vous êtes reconnue comme romancière, puis Soudain seul, récit d'une escapade en mer qui tourne au drame, Oubliez Clara, roman dans lequel nous retrouvons vos préoccupations environnementales, et enfin, Le naufrage de Venise, publié en 2022, que vous qualifiez vous-même de roman d'anticipation. En effet, dans Le naufrage de Venise, vous imaginez que Venise a été dévastée par une puissante tempête. Témoins de ce désastre, 3 personnages principaux qui représentent chacun une approche toute différente de Venise et de son destin. Le père, Guido, un homme qui s'est fait tout seul, qui a foi en la technique. La mère, Maria Alba, descendant d'une grande famille vénitienne qui symbolise la nostalgie du passé. Et enfin la fille, Léa, qui est dans la lutte car elle a pris conscience des vrais problèmes de Venise. Elle se radicalise et elle représente toute cette jeunesse qui hésite entre combat et désespoir. Alors première question, pourquoi avoir choisi Venise comme théâtre de cette catastrophe anticipée et quel message souhaitez-vous adresser à vos lecteurs ? Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir ce soir et d'échanger. En gros, moi, j'essaye d'écrire un roman quand je me pose une question, parce que ça m'aide à réfléchir. Vous parliez par exemple du premier sur donc Seule la mer s'en souviendra, qui pour moi est un peu la question de la vérité, du mensonge. Est-ce qu'on peut se mentir quand on est seul, est-ce qu'on se ment à soi-même, enfin, voilà. En ce qui concerne le naufrage de Venise, c'est clairement une question d'entrée de jeu très environnementale que je me pose toujours d'ailleurs. Ça m'a aidé à réfléchir, mais c'est en gros pourquoi est-ce qu'on est dans ce déni quand même assez effarant. Aujourd'hui, en 2023, depuis déjà plusieurs décennies, tout est connu, décrit, décrypté, toutes les courbes sont dessinées sur, en particulier la question du dérèglement climatique, mais pas que, en fonction des attitudes de nos sociétés. Donc on sait tout ça. Et en plus, on a des tas de moyens pour faire changer les choses. Or, on fait infiniment peu. Pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait qu'on fasse si on voulait rester dans les fameux 2 degrés. Et je trouve que c'est perturbant. Moi, ça me perturbe en tout cas. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne se bouge pas plus que ça ? Donc voilà, c'était l'idée que j'avais dans la tête. Et puis après, souvent, il y a un petit côté un peu hasard quand même. Il se trouve, pour la petite histoire, que j'avais été invitée à signer le livre d'avant à Venise. Ça se refuse pas. Donc, surtout que j'étais jamais allée à Venise. Donc je me dis, génial, je vais aller passer 2 jours là-bas, 2-3 jours. Bon. Et malheureusement, c'était prévu en mars 2020. Donc, pas de Venise. Mais quand même, du coup, j'avais commencé à lire un peu. J'aime bien, comme tout le monde, quand on voyage, on aime bien savoir un peu où est-ce qu'on va mettre les pieds. Et là, quand j'ai commencé à regarder un peu les choses sur Venise, je me suis dit, waouh,
quel génial exemple de déni qui s'adresse à un objet, si on peut appeler ça un objet, que tout le monde trouve génial, et a raison d'ailleurs, que tout le monde, même les gens qui n'y sont pas allés, considèrent que c'est un joyau de l'humanité, le raffinement de ce que l'esprit humain est capable de faire, etc., etc. Tout le monde sait quand même que Venise s'effondre et que la mer monte, donc que ça va forcément mal finir. Et qu'est-ce qu'on fait ? Pas grand-chose, si ce n'est rajouter des touristes aux touristes. Et quand on essaye de mettre en œuvre des solutions techniques, on peut se demander jusqu'où elles ne sont pas pires que le mal. Donc là, et c'est pendant le confinement que du coup, je me suis dit, allez, je me mets à bosser sur le sujet. C'est bien, j'ai eu comme tout le monde 2 mois enfermés à la maison où j'ai pu m'adonner à la lecture et à plein de choses. Et puis après, évidemment, j'y suis allée plusieurs fois. En particulier pour parler avec les gens, et puis voilà, puis après le roman s'est construit. Mais voilà, au départ, c'était cette idée de travailler autour du déni. Oui, et vous êtes énormément documenté. Toujours, j'adore ça. Moi, je trouve que c'est la moindre des choses. Quand on se saisit d'un lieu, d'une histoire, d'un personnage, parfois des morceaux d'histoire de gens qui ont existé, c'est la moindre des choses que de ne pas faire n'importe quoi. Évidemment, le romancier invente. Heureusement que le romancier invente. Ça va venir en cours de route. C'est parce que j'ai appuyé sur le bouton sans faire attention. Est-ce que ça va mieux ? Non. Non. Ça va pas mieux. Non. Je peux parler fort, mais... J'ai votre dernière phrase. Bon, allez, voilà, c'est réparé. Magique. Magie de la technique. Donc oui, les romanciers, ils inventent toujours, heureusement. C'est ça qui est génial. Dans le roman, on peut raconter n'importe quoi, finalement. Mais quand on parle, par exemple, de population, comme vous parliez de l'amant de Patagonie, là, je parle des peuples premiers de Patagonie. Et je trouve que la moindre des choses, c'est de pas de raconter n'importe quoi sur la façon dont ils vivaient. Donc j'adore. Et en plus, ça me permet de mûrir les choses dans ma tête. J'attaque pas tout de suite l'écriture. Je me mets dans l'ambiance, je lis, je regarde des films, des fois je lis des romans de l'époque ou des romans. Enfin voilà, je tourne autour du truc, ça me nourrit et voilà, et c'est à la fois, je me cultive en même temps. Donc, je vais vous proposer de lire un passage. Il y a beaucoup de passages marquants dans ce livre, comme dans les autres d'ailleurs. Voilà, c'est celui-ci. Alors, voilà. Donc ça, c'est plutôt la description du premier personnage. C'est un passage qui illustre parfaitement l'absurdité de la surexploitation touristique. Alors, je lis du coup, à peu près. Alors, oh là là, mais ça fait beaucoup. Vous pouvez abandonner. Oui, je vais peut-être en enlever. Vous nous raconterez, voilà. Vous abrégerez. Donc là, il s'agit un peu de la mise en scène, entre guillemets, de Guido, le père, donc, qui se trouve, il faut le dire, être adjoint au maire de Venise en charge des affaires économiques. Donc c'est un personnage qui a un rôle dans la ville très important. Guido a bataillé ferme pour obtenir un bureau à la Ca' Farsetti, le palais historique de la municipalité. Hors de question d'être relégué dans l'immeuble moderne des affaires économiques ou même de supporter la lumière électrique toute la journée dans les parties arrière du palais qui donnent sur d'étroites ruelles. Si toutes les salles aux hautes fenêtres ogivales sont réservées aux réceptions et au bureau du maire, il est le seul à avoir intrigué suffisamment pour s'installer au dernier étage où 2 belles ouvertures lui donnent une vue imprenable sur le Grand Canal. De là, il domine la ville, la respire, la couve. La pièce mériterait le passage de Maria Alba pour être disciplinée. Un bureau de verre et d'inox et un fauteuil en cuir voisinent avec un canapé 18e et un coin salon et des armoires sans cachet. Les murs sont nus, à l'exception d'une grande carte de Venise en relief de plastique moulé comme on en faisait dans les écoles des années 80. Guido y plante des punaises dans les lieux stratégiques dont il s'emploie à modifier la destination. Comme un gosse, il se prend pour le général déployant ses troupes. Sur le bureau, sous le bureau, autour du bureau, des piles de dossiers s'entassent ou s'écroulent.
Cela participe de l'ambiance survoltée qu'il aime semer autour de lui. Il s'épanouit dans l'urgence. Le temps contraint le renforce dans l'impression d'être irremplaçable. Dès son arrivée à la mairie, il a bâti une théorie de développement économique qui lui donne l'air docte dans les assemblées. Venise est la ville des flux. Des flux de sels et de céréales, de soirées et de bijoux ont bâti sa fortune. Empruntant ce carrefour quasi obligatoire entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, la terre et la mer, chaque marchandise a laissé sa part de taxes et de plus-value. Dès le XVIIIe, sous les coups de boutoir de nations devenues plus puissantes, Angleterre, France, Autriche d'un côté et Empire ottoman de l'autre, les fameux flux se sont détournés. Venise a sombré. La ville s'est endormie, laissant tomber ses crépits, devenant un repère d'esthètes excentriques et de romantiques qui s'y payaient l'élégance de venir y mourir. Mais le formidable patrimoine n'a pas dit son dernier mot, et Guido a bien identifié le nouveau flux qui va faire renaître et prospérer Venise, les humains, ou précisément le genre Homo touristicus. Comme au Moyen-Âge, il s'agit de maximiser ce flot, et surtout d'optimiser les espèces sonnantes et trébuchantes qui en résultent. Il faut équilibrer l'investissement, les potentialités des sites avec le pouvoir d'achat des visiteurs, ce qui est tout un art. Le succès, professe Guido, tient dans la rotation des individus. Plus elle est rapide, meilleure est la rentabilité. D'autant... Alors, on va faire un petit coup de tac-tac. Hop, est-ce que ça marche, non? Toucher la prise en dessous. Oui, ça... Non. Alors, c'est là... Ah ben voilà, ça y est, dès qu'il s'approche du micro... Le micro a peur et ça remarche. Donc meilleure est la rentabilité, d'autant que les voyageurs pressés s'agglutinent tous aux mêmes endroits, limitant le périmètre à entretenir. Cela tombe bien, la rapidité est devenue la norme. Europe en une semaine, Italie en 4 jours, Venise en un week-end, en un jour, en 2 heures. Ce sont les têtes de gondole des officines touristiques. Guido a considéré 2 populations susceptibles de garantir la fortune de la ville. D'un côté, les très riches, pour lesquels seuls conviennent quelques palais-hôtels. Pour ce petit segment, il suffit de s'assurer que ces lieux illustres arrivent en des mains expertes, souvent privées, qui savent gérer cette clientèle, mettre ses pas dans ceux de l'ancienne puissance, manger dans sa vaisselle, dormir dans ses chambres, procure le frisson, une expérience, selon la dénomination à la mode. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, pour laisser un peu de place à la discussion. Mais enfin, vous voyez un peu l'ambiance qui est, pour le coup, pas inventée. C'est-à-dire qu'il y a quand même, évidemment, dans ce roman, il y a des logiques qui s'affrontent, mais il y a des gens à Venise qui, comme Guido d'ailleurs, de manière... ce ne sont pas que des salauds avides, c'est des gens qui pensent faire la fortune des gens de Venise, et encore plus d'ailleurs, des gens qui habitent en face de Venise, à Mestre, à Marghera, qui sont ceux qui, tous les matins, viennent bosser à Venise pour ces touristes. Donc, il y a cette idée que plus il y aura d'argent à Venise, plus il y aura de gâteaux à partager et plus les gens seront contents. Donc, voilà, j'ai quand même essayé aussi dans le roman de coller à une certaine vision qui est développée là de ce que peut être la fortune d'une ville. Et en tant que touriste, on a presque un peu honte d'aller à Venise, mais en même temps, on est. Alors moi j'ai un conseil qui s'applique d'ailleurs pas que à Venise. Si vous voulez aller quelque part, si c'est pour vous l'expérience de votre vie, allez-y, mais pas un week-end. Allez-y 3 semaines, ou allez-y 3 mois si vous pouvez, parce que la seule chose qu'on ait à donner dans la vie, c'est le temps, d'accord ? Le reste, c'est de la foutaise. C'est le temps qu'on a disponible. Et ce temps, on le donne aux gens qu'on aime, aux choses qu'on aime, aux lieux qu'on aime. Si vous aimez Venise, n'y allez pas un week-end. En plus, l'empreinte carbone sera nulle. Allez-y longtemps pour connaître cette ville, connaître ses habitants, vous perdre dans les ruelles, aller dans la lagune, aller autour, peut-être aller à Mestre et à Marghera, peut-être. C'est-à-dire, donnez-vous à cet endroit. Auquel cas... moi, je n'ai pas de contre-indication. Enfin, je ne vais pas vous dire restez chez vous et n'allez plus nulle part. Oui, c'est changer. Absolument, c'est changer de paradigme complètement. C'est faire moins mais mieux.
Et c'est vrai que quand je dis l'Italie en 4 jours, il y a même pire que ça. Hein. On voit les touristes aussi qui viennent en France. Ils font le matin les châteaux de la Loire, l'après-midi la Tour Eiffel, le lendemain matin le Mont-Saint-Michel et ils ressautent dans l'avion. Ben voilà. Et ce tourisme-là n'est pas non plus profitable pour les gens qui le pratiquent. Parce qu'on ne voit rien, on n'apprend rien, on ne connaît rien et on ne tisse pas de quelque chose d'un peu humain avec ces lieux. Je vais continuer un petit peu. Je crois que ça marche. Ah, ça marche. Mettez-le très près. Voilà, ça marche. Je vais continuer un petit peu sur votre dernier livre. Mais en fait, surtout, je voulais, lorsqu'on lit vos livres, ça reflète, les expériences. La plupart de vos livres, la mère. Non. Posez sur mon près. Voilà. La plupart de vos livres donc s'inspirent de vos expériences. Et la mer est au cœur de vos livres, donc elle symbolise pour moi elle symbolise la puissance, la force, ce que l'on retrouve effectivement ah oui là on entend mieux, ce que l'on retrouve effectivement dans le naufrage de Venise. Donc moi je trouve que c'est un message, vous livrez un message écologique fort, avec dans le livre un problème de génération. Et est-ce que vous pensez que nous sommes dans une utopie technologique avec une évolution majeure de la société ? Alors moi, je ne suis pas contre la technique et la technologie. D'ailleurs, la science nous a beaucoup apporté. S'il n'y avait pas eu la science, on ne saurait rien du dérèglement climatique et on n'aurait pas le premier des éléments pour essayer de faire autrement. Donc c'est très bien. Mais science sans conscience, hein, c'est la vieille formule, n'est que ruine de l'âme. Et je pense qu'il ne faut surtout pas imaginer qu'on peut continuer à vivre tranquillement comme d'habitude et que la science va résoudre nos problèmes. La science ne résoudra pas nos problèmes de surconsommation, nos problèmes de surpollution, nos problèmes de climat. La science ne peut pas résoudre ça. Il n'y a que nous qui pouvons résoudre ça en diminuant toutes ces surconsommations. Par contre, bien sûr, les techniques, les technologies, pour faire très simple, par exemple les énergies renouvelables, peuvent nous aider à résoudre une partie du problème. Mais jamais les énergies renouvelables ne vont nous permettre de continuer à gaspiller l'énergie comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Donc je crois qu'il faut être un peu fin dans l'analyse de cette espèce de paradoxe. Il faut d'abord se poser les questions de quelle civilisation, quelle société on veut construire. Et là-dedans, quelle place on donne à la consommation, quelle place on donne... voilà. Alors on peut en parler sur l'énergie, sur l'alimentation, sur le transport, sur tout ce qu'on veut. Et à partir de là, dire, ok, on sait où on veut aller, telle et telle technologie vont nous aider à y aller, bien sûr. En fait, si je comprends bien et si je peux vous résumer, vous êtes plutôt techno-réaliste que technolâtre. Oui, enfin, je suis techno-réaliste parce qu'on vit quand même baigné là-dedans. Et puis voilà, c'est peut-être un peu la mécanique de l'esprit humain que d'inventer des choses. Alors après, là aussi, dans l'invention des choses, je sais pas, on en parle beaucoup, par exemple, à l'occasion de l'invention de l'intelligence artificielle. J'aime pas ce mot d'intelligence artificielle parce que c'est tout sauf intelligent. Hein. C'est juste des boîtes idiotes dans lesquelles on a mis plein de trucs et qui vous les recrachent à l'autre bout, mais en vous les tortillant comme il faut. Et justement, pour inventer, par exemple, des expériences de voyage, après tout, on voit beaucoup de personnes qui trichent sur des clichés TikTok. Est-ce que ça, quelque part, c'est pas aussi un épiphénomène, tout simplement, de ce que vous décriviez là tout à l'heure ? C'est-à-dire, on a envie de l'espace d'un week-end, l'espace d'un fragment de temps, de donner l'impression que l'on remplit sa vie avec des images qu'on veut partager systématiquement dans l'instantané, mais juste pour en fait se faire d'abord plaisir à soi et surtout penser qu'on est absolument comme les autres.
Oui, comme les autres. Et puis, on est aujourd'hui dans une phase de nos sociétés où on est dans une espèce d'exposition narcissique absolument hallucinante. Enfin, partout où vous vous baladez, les gens font des selfies. Mais c'est dingue. Vous savez, la première cause de mortalité dans les grands parcs naturels américains, vous savez ce que c'est? C'est les gens qui font des selfies avec des ours. Oui, sauf que l'ours, ça le fait pas marrer du tout. Et donc, il file une grande baffe au type qui est là en train de se coller avec son téléphone. Et en général, le type, voilà, ça finit mal. Donc on est dans cette espèce d'idée aussi qui est que tout se vaut. Et donc, mon avis vaut celui du voisin, vaut celui du scientifique qui a étudié le truc depuis 30 ans. Donc tout le monde, moi, je ne suis pas contre que tout le monde donne son avis, mais tout le monde pense à sa propre vérité. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens, vous avez raison, se mettent en scène et font, voilà, ils passent leur temps à faire des selfies partout. Ils se mettent en scène, alors à Venise, on les voit tous. Bon, c'est pas ça qui crée le lien. C'est pas ça qui crée le lien. Et moi, je trouve que le voyage doit créer du lien. Pour moi, c'est pour ça qu'on le fait. Quoi. Redéfinir le sens du voyage. Oui, enfin, comme beaucoup d'autres choses, je pense, dans nos existences aujourd'hui, pourquoi on fait ça, quoi. Si c'est juste pour remplir je ne sais quel circuit WhatsApp, TikTok ou je ne sais pas quoi. So what, quoi. Profite de la pause. Faites 3 par un micro. Pour passer la parole au public. Avez-vous des questions à poser à Isabelle? Alors, voilà. Qui est-ce qui a lu le bouquin? Peut-être pas grand monde, donc du coup, ça va être un peu une découverte. Une question. Merci. Bonsoir Isabelle. Bon, je suis un peu pipelette, alors voilà, je vais essayer de... Ah bon? D'accord. Allez-y. On vous entend bien. Bonsoir. Oui, c'était pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez. Moi, je me demande... c'est vrai que, effectivement, les humains ont tendance à inventer des choses... mais est-ce qu'on n'est pas un peu dépassé par tout ce qu'on a inventé parce que maintenant, on s'éloigne de nos besoins fondamentaux? Dans nos sociétés, en tout cas modernes, occidentales, où on a tout, il y a pas mal de névroses et pas mal de pertes de sens. Et est-ce que finalement, on se rend compte que la plupart des gens, quand ils ont envie de se ressourcer, ils retournent d'où ils viennent, c'est-à-dire ils retournent dans la forêt et puis il y a aussi la tristesse de voir que il y a beaucoup d'espèces, du moins la population des animaux sauvages, elle représente 70% 50 ans, on a perdu. Voilà, donc la plupart des animaux... 70% 50 ans. Moins voilà. 70% 50 ans. Donc là, ça représente 3-4%. Et puis finalement, ça disparaît. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Donc, merci de cette intervention. Parce que je vais peut-être commencer par la fin. Madame, vous êtes atteinte de solastalgie. Ça se soigne. La solastalgie est un terme qui a été inventé par un psychiatre, si je ne dis pas de bêtises, australien, qui est cette tristesse qui nous vient de la disparition de ces choses qu'on aime et avec lesquelles on a vécu, et en particulier de la disparition de la nature. Et le fait de voir que le ruisseau que nous aimions, que les arbres que nous aimions, que les lieux que nous aimions ne sont plus et ne seront plus. Et ça nous fait mal. Et ça nous rend triste. Et ça nous... Voilà, ça a à voir un peu avec, pas la dépression, heureusement, mais quand même un sentiment déprimant.
Et en particulier, c'est vrai pour nous, les gens de ma génération qui avons vécu des choses avant, qui avons vu des choses avant et qui savons que nous ne les reverrons plus, ou difficilement. Mais c'est vrai aussi pour toute une jeunesse qui se dit que elle n'a pas accès ou elle n'a pas eu accès à ça. Et qui en souffre quelque part. Et qui se dit que plus ça va, entre guillemets, plus c'est pire. Donc, c'est finalement assez sain d'éprouver ça, je trouve, parce que ça montre qu'au fond des êtres humains, la relation à la nature, elle est fondamentale. Parce que nous sommes de la nature, parce que nous sommes un élément de la biodiversité. Il n'y a pas la nature d'un côté et les hommes de l'autre, ça n'existe pas. Nous sommes Homo sapiens, une des millions d'espèces qui peuplent cette planète. Alors, une espèce qui prend un peu de place, je vous l'accorde, qui a eu une formidable réussite écologique. On a croître et multiplié, ça a super bien marché. On s'est adapté à peu près à tous les climats, voilà, on a été partout. Mais voilà. Et je pense que il faut essayer de construire là-dessus, sur ce sentiment que nous avons, sur ce lien profond au fond que nous sentons avec la nature qui nous forge. Vous disiez, quand on a besoin de se ressourcer, maintenant on revient à ces choses-là. Hein, on va dans les forêts se promener, on va au bord de la mer quand on peut. Et à mon sens, s'appuyer là-dessus pour en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire pour en faire un combat, qui est le combat de non, je ne veux pas que la vie disparaisse de cette planète et donc je me mobilise pour ça. C'est-à-dire s'appuyer sur ce... vous savez, des fois, c'est aussi par exemple parce qu'on est en colère qu'on va faire quelque chose pour sortir d'une situation. Donc là, ce n'est pas de la colère. Ça peut, pour certaines personnes, être de la colère. Ça peut être voilà, ce sentiment de tristesse. Et je pense qu'on peut s'appuyer. Moi, ce que je dis à tous les gens que je sens un peu comme ça, tristes et un peu déprimés, je leur dis, battez-vous. Battez-vous parce que d'abord, en vous battant, vous serez avec les autres. Donc, c'est quand même mieux que d'être tout seul dans son coin à pleurer. Et puis parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des succès et des victoires, parce que ça existe aussi. Parce qu'on arrive à faire des choses différemment, parce qu'on montre que c'est possible, et parce qu'il y a des espèces voilà, sur lesquelles on arrive à avoir des résultats, etc., ou même des communautés humaines, etc. Et donc, on est en capacité de se projeter dans un modèle de société qui sera différente et qui nous permettra de garder ce lien nature, ces humains au cœur de la nature. Donc voilà, je crois que moi aussi, je suis atteinte de ça, hein, je vous rassure. Ça me réveille la nuit, mais du coup, le matin, quand je me lève, j'ai envie d'y aller, quoi. Alors moi, non, je ne suis pas du tout déprimée, parce que je suis active dans différentes associations de protection de la faune et de la flore sauvage. Mais je parle de ce que je vois autour de moi. Peut-être que votre activité vient de ce sentiment que vous aviez, que les choses vont mal et que ça, c'est un peu triste. Émerveillée par la faune et la flore sauvage, je trouve que c'est beau. Et puis ça me fait du bien quand je me balade. Voilà. Enfin, la nature, ça n'existe pas vraiment, puisque effectivement, on fait partie de la nature. Mais... la nature, elle est ce qu'elle est, hein, puisqu'on en fait partie. Ici, c'est une nature très aménagée, évidemment, mais il y a quand même, si on regarde à la loupe, on va trouver des petites bêtes. Je partage votre point de vue. Il faut être en action, il faut se battre. Merci, voilà, parfait. Bravo pour vos engagements. Qui souhaite? Moi, j'aimerais en profiter juste pour poser une question sur la vous aurez le micro après, monsieur. Voilà. Je le connais, Alors, une petite question ici, Roger, et après, Roger aura la parole. Il y a une forte thématique de solitude, justement, dans vos romans. Enfin, j'ai remarqué, ou alors, c'est peut-être que mon interprétation, mais que c'est souvent l'homme face à la nature ou, finalement, main dans la main avec la nature. Mais alors, il y a vraiment cet équilibre très fin. Alors... c'est vrai que souvent, bon, après c'est la construction du roman, il y a forcément des personnages qui incarnent, donc c'est forcément centré sur des trajectoires des personnages, mais parce que je pense aussi que fondamentalement, on est un peu responsable de nous-mêmes, tous autant qu'on est, et nous sommes des individus différents, quelque part isolés,
parce qu'on est différents, mais en même temps tous ensemble. C'est ce qui fait la richesse des sociétés. C'est qu'on est justement ensemble et différents. Et que c'est pour ça que ça marche. Comme dans la nature. La nature, c'est ensemble et différent. Et tout ça se tricote pour faire des écosystèmes et des... voilà. Donc moi, j'accorde aussi beaucoup d'importance au choix individuel. Voilà, je pense qu'on n'est pas des marionnettes qui sommes manipulées. On a des responsabilités, on a des choix, on a des combats, on a des bonheurs, on a des... enfin voilà, et tout ça, c'est des choses qui sont vraiment en nous et qu'il faut... donc je pense que l'individu là-dedans, on n'est pas que... Des fois, on se met ensemble et on fait une grande foule, mais on n'est pas que des grandes foules. On est des foules d'individus qui décidons, qui prenons des engagements, qui faisons des choses. Donc pour moi, c'est important. Alors, Roger. Oui, moi j'ai envie de partager avec vous deux choses qui viennent d'être évoquées. On mange tous du chocolat, on adore ça. Hein. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu une émission qui s'appelle Le Dessous des cartes. Et donc, il y a la Côte d'Ivoire, par exemple, tous les pays qui fabriquent du cacao, ils sont obligés de déforester pour cultiver ces graines de cacao. Ils n'en tirent que 7% du revenu. Ça va dans les multinationales suisses, américaines. Voilà, donc... à chaque fois qu'on mange du chocolat, on sait que derrière ça, il y a des gens qui sont en train de déforester pour continuer à vivre. Et voilà. Et la deuxième chose qui est pour moi, vous avez parlé de la technologie, de la science, mais il ne faut pas oublier que quand vous utilisez votre smartphone, hein, tous les produits qui sont nécessaires, c'est des métaux qui sont... Il y a des êtres humains qui risquent leur vie chaque seconde pour extraire ces minéraux. Et pour moi, je trouve ça vraiment difficile, quoi. Et quelque part, je me sens impuissant devant ces choses-là. Bon, voilà. Et c'est ça qui est terrible. Bon, sinon, on va mettre le mouchoir par-dessus. Mais je ne sais pas si vous avez des idées pour que ça puisse... Alors... Non mais... Alors on va refaire le monde là, on y va. Non mais... Alors je partage évidemment totalement votre avis, même si j'adore le chocolat. Alors il y a plusieurs niveaux. D'abord, le problème vient aussi que la croissance de consommation du chocolat, elle est comme ça, elle est exponentielle. C'est-à-dire que je pense qu'à l'époque... même quand on était petit, enfin quand moi j'étais petite, ou encore plus à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents, on n'avait pas des trucs au chocolat partout. Aujourd'hui, vous avez du muesli au chocolat, des biscuits au chocolat, des boissons au chocolat, des machins trucs au chocolat, tout est au chocolat. Et qu'on en mange beaucoup. Et la consommation même des Français, elle a explosé. Et sans parler des gens qui ne mangeaient pas de chocolat avant, parce qu'on parle du chocolat, mais on pourrait parler de tout un tas d'autres choses, en particulier de la viande, par exemple. Voilà, donc... un des grands problèmes aujourd'hui, c'est notre surconsommation de tout. Si on se contentait de manger un carré de chocolat par semaine, il y aurait beaucoup moins de problèmes, d'accord ? Même si on est effectivement plus nombreux sur cette planète qu'avant. Mais c'est parce qu'on veut manger du chocolat tout le temps. Vous mangez du chocolat tous les jours, je pense. Un petit peu comme ça, hein, des pépites de chocolat, des graines de chocolat, des machins trucs, voilà, on finit par en avoir partout. Donc, et puis parfois il n'est pas de super qualité. Donc un des gros problèmes, c'est ça. Après, il y a, et c'est vrai, vous parlez des smartphones, des téléphones portables. Aujourd'hui, il y a la durée de vie moyenne d'un téléphone, c'est 6 mois. C'est-à-dire que la moyenne de la population française change tous les 6 mois son téléphone. Et ça, c'est débile. Si vous voulez au moins minimiser l'empreinte carbone, il faut au moins le garder entre 3 et 5 ans. Sauf que ça devient de plus en plus difficile parce que vous avez des logiciels qui ne marchent plus au bout d'un moment. Donc ça, c'est encore un autre souci. Mais voilà, c'est-à-dire que cette espèce de façon de consommer de plus en plus et de plus en plus souvent et d'être dans une espèce de roue infernale où on est
toujours en train de changer. Regardez les vêtements, c'est pareil. Aujourd'hui, vous achetez un t-shirt, vous le lavez 2 fois, il est complètement gondolé. Et vous pouvez, vous pouvez plus vous pouvez le mettre pour bricoler, quoi. Tout est comme ça. Et ça, c'est à la fois un problème de production, c'est-à-dire qu'on produit des objets qui sont de plus en plus jetables et qui ont une durée de vie de plus en plus brève pour faire en sorte qu'il y ait des nouvelles consommations et donc des nouveaux achats. C'est aussi nous qui nous laissons quelque part mener par le bout du nez parce qu'on a l'impression que ça va être meilleur s'il y a des pépites de chocolat dans le truc, alors que jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Donc il y a un peu tout ça. Et la deuxième chose qui est très importante et que vous avez soulignée, c'est la question de l'inégalité et la question de l'exploitation des êtres humains par d'autres. C'est pas nouveau, ça fait quand même un paquet de siècles que ça dure. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'exploiter des matières premières avec, en général, les gens des pays qui ont le malheur d'avoir ces matières premières chez eux. C'est ce qu'on appelle la malédiction des matières premières chez les économistes, qui fait qu'en général, le circuit de l'argent de ces matières premières va très peu aux producteurs, va en partie dans la poche des dirigeants corrompus et en partie dans la poche des gens qui après, commercialisent, etc. Donc, vous parliez des multinationales et autres. Donc, je pense que là, il y a aussi, pour nous, chacun, une forme de responsabilité aussi, de faire l'effort de se renseigner sur ce qu'on achète. Et du chocolat... Alors, il faut le secouer un peu. C'est en dessous. Voilà, il y a un petit faux contact. Voilà, non, ça va, merci. C'est aussi notre responsabilité de nous renseigner sur ce qu'on achète, d'où ça vient, comment c'est produit. Aujourd'hui, on a vu fleurir quand même, et il faut faire un peu attention, parce qu'il y a aussi un peu des arnaques, enfin bon, tout ça est un peu compliqué, mais si on veut vraiment faire les choses bien, il faut se renseigner, il faut lire les étiquettes, il faut aller voir d'où ça vient, il faut voir quel type de label il y a. Il y a des choses qui sont très bien, y compris dans la production de chocolat. Il y a en Amérique du Sud des communautés villageoises qui produisent un chocolat de qualité, où l'argent est réparti dans la communauté villageoise, sert à faire les écoles, les dispensaires, ou je ne sais pas quoi. Et pourquoi pas ? C'est pas interdit de manger du chocolat. Mais voilà. Et cet effort-là, il faut le faire. Et puis, il faut faire l'effort d'accepter de payer plus cher. Mais si on en mange moins, au final, on s'en tire. Mais évidemment, de payer un peu plus cher ce chocolat-là ou ces produits X ou Y qu'on va consommer. Donc là aussi, c'est comme le voyage, c'est du moins mais mieux. Et le dernier volet, effectivement, c'est de se mobiliser par tous les canaux possibles pour faire en sorte d'essayer de ralentir, voire d'inverser cette espèce de course-poursuite à on fait toujours plus et toujours moins cher, quoi. Mais ce que vous dites, c'est l'exact condensé de notre problème d'aujourd'hui. Si on n'en était pas là, on n'aurait pas de problème, ni de climat, ni de biodiversité. C'est un thème que vous pourriez aborder dans un de vos romans ? Oui, pourquoi pas, d'une certaine façon. Après, moi, je me force pas. Les choses viennent. Vous êtes plutôt libre dans ce domaine, je suis complètement libre. Il y a beaucoup de domaines où je suis assez libre. Oui. J'ai fait bien la balance, moi. J'ai pas beaucoup de sécurité, mais j'ai beaucoup de liberté. Donc, je fais ce que je veux, et en particulier en matière d'écriture. Je vois pas comment on m'obligerait d'ailleurs à écrire un truc que j'ai pas envie d'écrire. Et donc voilà, donc avec mon éditeur qui est toujours le même, enfin, je suis passée de Grasset à Stock, mais parce que j'ai suivi quelqu'un qui était qui était mon directeur littéraire, comme on dit savamment. Et donc voilà, il y a un moment où les choses se cristallisent dans ma tête et je me dis, voilà, tiens, ça c'est le truc qui m'intéresse. Et puis voilà un peu comment dire, la mise en scène entre guillemets qui me plaît, donc voilà, ça viendra quand ça viendra. Donc alors il y aura aussi une question là-bas, mais allez-y si vous voulez. Non, c'était pour savoir s'il y avait quelque chose qui non, il y a rien, pour l'instant il y a rien sur la machine. Oui, allez-y. Dans votre livre Soudain seul,
Parlez avec le micro, que tout le monde vous Dans entend. votre Voilà. livre Soudain seul, que j'apprécie énormément, vous êtes une grande écrivaine pour moi, vraiment. J'apprécie beaucoup votre style littéraire. Le couple se retrouve isolé sur une île et est donc contraint de survivre en tuant des otaries, autres manchots, etc. Je voulais savoir si vous aviez vu déjà ce type de scène, hein, parce que c'est décrit, ça m'a fait dresser les cheveux de la tête. Et est-ce que vous avez goûté ces animaux ou... Ça m'a intriguée parce que vous en parlez dans la cuisson, etc. avec les goûts que ça peut avoir. Je donne des recettes de cuisine. Manger du manchot ou quelque Non, chose non, comme ça. alors je vous rassure, c'est formellement interdit puisque ce sont des espèces totalement protégées et ça ne me viendrait pas à l'idée évidemment de faire ça. Encore que je ne me suis jamais trouvée dans la situation de mes personnages, c'est-à-dire à mourir de faim. Et je pense qu'effectivement, si je mourais de faim, je mangerais du manchot, du phoque, du rat, tout ce qui me passerait sous la main, parce que voilà, l'être humain est ainsi fait, et je pense que voilà. Mais non, c'est. Maintenant, je me suis aussi beaucoup appuyée sur, là aussi, quand on se documente, sur les naufrages, beaucoup du 19e et du début du 20e, où les gens racontent comment ils mangeaient du phoque, du manchot. Ils racontent le goût que ça a et ils racontent comment ils le faisaient cuire et comment ils essayaient d'en tirer le meilleur parti possible. Et évidemment, c'est assez saisissant. Donc, mais après, le début, la mise en scène, j'allais dire, de cette histoire correspond à des navigations que j'ai faites réellement. Je suis vraiment allée plusieurs fois dans cette île de Géorgie du Sud, que je nomme pas en tant que telle, puisqu'on est censé être dans une île un peu imaginaire, mais voilà, dans lequel il y a tout à fait ce genre de paysage, ces vieilles stations baleinières. Ces animaux qui sont venus... Ces animaux. Ça y est, c'est bon. Je vais vous demander de rester à côté. Voilà. Et donc, oui, là, le micro, il va se tenir au carreau. Et en particulier, par exemple, la première balade que je décris, c'est une balade que j'ai faite vraiment dans ce lac où il y a ce lac où il n'y a plus d'eau et il reste les glaces comme ça. C'est des endroits à la fois très esthétiques et très, très frappants et très romanesques en tant que tels. Donc voilà. C'est toujours comme ça, mais je pense que tous les romanciers sont comme ça. On mélange des choses qu'on a croisées, vues, connues, lues, entendues, avec des choses qui sortent complètement de votre imagination. C'est ça qui est sympa dans le roman, quoi. Mais c'est tellement bien écrit. Merci beaucoup, madame. Je confirme. Et il y a une partie aussi d'alpinisme. Est-ce que vous êtes expérimenté Pas du tout, mais je suis pas mal partie avec des alpinistes à bord, puisque maintenant, depuis une vingtaine d'années, j'ai un bateau qui n'est pas du tout un bateau de course, qui est un bateau de croisière. Moi, j'appelle ça de croisière polaire. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est le fait que je navigue au sud de 50 Sud ou au nord de 50 Nord, plutôt dans les glaces, et que ça m'est plusieurs fois arrivé de partir avec des alpinistes. En particulier, j'ai fait 2 magnifiques expéditions en Géorgie du Sud et puis une en Antarctique avec une cordée d'alpinistes. Et donc, voilà, dans l'échange, on discute, on comprend, ils vous racontent aussi leur ressenti à eux, quoi. D'autres questions ? Alors, hop, au fond là-bas, et puis après, madame, au 3e rang. Non, il n'y avait pas une question au fond? C'est moi qui ai rêvé? Oui, j'ai écouté cette semaine sur France Inter Affaires sensibles qui était consacrée au Vendée Globe de 1996. Ah, belle époque. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez jamais eu envie d'écrire sur cette expérience? Voilà. Alors, j'ai un peu écrit sur cette expérience, puisque j'ai commis à la fin du Vendée Globe un livre un peu de souvenirs, on va dire, qui avait d'ailleurs été écrit à 2 voix, et où j'ai en particulier repris des textes que j'ai écrits en mer à ce moment-là, puisque à l'époque, j'avais été embauchée, entre guillemets, d'une part par France Inter et d'autre part par Libération, pour chroniquer de l'intérieur ces courses. Donc j'ai un peu écrit là-dessus.
Peut-être qu'un jour, voilà, peut-être qu'un jour dans un roman, je reprendrai de manière plus structurée ces choses-là. Pour l'instant, bon, c'est pas venu comme ça. C'est pas parce que je veux pas, parce que j'ai pas de soucis pour raconter ces choses-là, mais comment dire, j'ai toujours un tout petit peu peur de la caricature. Et en l'occurrence, c'est facile. La tempête cataclysmique, je l'ai vécue. Et j'ai pas envie que tout le monde ne voit les 40e rugissants que à travers les tempêtes. Parce que je peux vous dire que dans les 40e rugissants, il y a des moments où c'est super calme et c'est absolument magnifique parce qu'il y a cette houle gigantesque et très douce, parce qu'il y a ces oiseaux qui sont là en train de danser sur les vagues, parce qu'il y a ces lumières du Grand Sud extrêmement pures et extrêmement douces. Enfin, voilà. Donc, il y a tout dans le Grand Sud. Il y a des moments, oui, c'est la guerre, mais il y a des moments, c'est la paix. Et donc, peut-être que c'est à cause de ça que je retiens un peu plus les histoires de cataclysme par rapport à celles que... Voilà, j'aime bien aussi... vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de beauté et de bonheur dans cette nature autour de nous, et j'aime bien aussi mettre ça en exergue. Et est-ce que vous avez connu ce choc médiatique qu'il y a justement à la fin de Dessous d'un seul. Ah bah oui, bien sûr. Bah, y a des trucs qui sont directement tirés de mon expérience, quoi, hein. Ça, c'est sûr que par exemple, toute la scène où donc cette jeune femme qui va finir par être sauvée, qui va revenir à la civilisation, devient une héroïne médiatique absolument voilà, incroyable. C'est-à-dire qu'on fait monter la mayonnaise. Bon, moi, ça, bien sûr, ça, je l'ai connu, y compris dans des petits détails. Moi, je me suis amusée avec ça aussi. Donc, il y a un moment, donc, le bateau fait naufrage, etc. Je suis récupérée. Et j'arrive à Sydney. Et à Sydney, je suis invitée dans le Hilton. Donc le Hilton du coin, pour se faire sa pub, m'invite à passer une semaine dans le truc super 5 étoiles et tout ça. Et donc moi j'arrive avec l'uniforme de l'armée, qui sont venus me chercher, hein, l'uniforme de l'armée australienne. Et puis j'ai un sac poubelle dans lequel j'ai ma combinaison de survie. Voilà, c'est ce qui me reste après le naufrage. Et donc j'arrive dans ce hall gigantesque en marbre et tout ça, et il y a un petit groom qui se précipite, qui me prend cérémonieusement mes bagages, comme si c'était des bagages Vuitton, c'est le sac poubelle, et il me conduit à ma chambre, et il pose cérémonieusement le sac poubelle sur un truc, voilà. Voilà. On est dans le délire, pour le coup, qui est un peu marrant, et c'est vrai que voilà, je me suis aussi amusée un peu avec ça, mais aussi, et c'est un peu ce que j'ai voulu traiter dans cette partie où elle revient, et cette espèce de folie médiatique où on va inventer une réalité parallèle. C'est-à-dire que tout d'un coup, un personnage devient super-héros ou au contraire super méchant, et que tout le monde, enfin tous les médias vont s'acharner à en rajouter chacun, et un détail de plus, et un truc de plus, et voilà, et tout ça fait une espèce de château de cartes, évidemment très fragile, quoi. Et voilà, c'est évidemment au détriment de la réalité, hein, comme toujours, quand on est dans ce genre de surenchère, quoi. Bonsoir. Moi, j'aurais aimé savoir que vous nous racontiez votre processus d'écriture. Est-ce que vous avez toujours écrit? Comment naît un roman? Est-ce que quand vous commencez, vous savez déjà? Est-ce que ça a changé d'être édité aussi? Alors, moi, j'ai pas du tout toujours écrit, j'ai toujours lu. Vu mon âge canonique, je suis une petite fille du livre. Il n'y avait que ça quand j'étais petite. Quand il y avait la télé, il y avait une chaîne. Donc on dit ça aux gamins aujourd'hui, ils se roulent par terre de rire en pensant qu'on est centenaire. Et en fait, j'ai très tôt aimé ce que j'appelle la musique de la langue, c'est-à-dire la construction littéraire, au-delà de l'histoire elle-même. Voilà, d'abord, comment un roman arrive à parler à tout le monde. Et puis, la construction des phrases, des mots, voilà, qui parfois matchent tellement bien avec ce qu'on raconte. Quand on lit un roman, on a l'impression que le style est une partie du roman intrinsèque. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. Donc j'ai commencé en fait à écrire. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai commis des petites choses à droite à gauche
comme ça. Et j'ai commencé vraiment à écrire tard, puisque c'est quand j'ai arrêté ma carrière de course, c'est-à-dire au tournant des années 2000, parce qu'avant, j'avais pas le temps. Parce que j'étais 140% de mon temps à m'occuper de ce bateau et de ce qu'il fallait que j'en fasse. Donc, après, je pense pas qu'il y ait une recette miracle pour écrire. Moi, je peux vous dire comment je travaille. Mais, donc, je disais tout à l'heure, je pars d'un espèce de concept, d'une idée. Voilà, c'est, donc, le premier roman, c'est... quelle vérité on trouve en soi quand on est seul, et quand on est seul dans la nature. Parce qu'on peut tricher, moi je peux vous raconter n'importe quoi, je peux mentir. Dans la nature, on ne peut pas trop se mentir, surtout quand on est seul. Donc je pars de cette idée-là. Et puis après, moi souvent, je commence un roman par une image qui me trotte dans la tête. Donc là, par exemple, avec Venise, c'est Venise détruite. Donc le roman ouvre sur au moins 20 pages à peu près, où on se balade dans Venise détruite. Donc je pars de ça. Et en général, moi, je ne sais pas où je vais. Je ne construis pas le roman. Je ne sais pas avance. J'ai des idées de personnages. Oui, là, je sais que voilà, ça va se passer dans une famille. Mais au début, par exemple, je ne sais pas s'il y aura... un enfant, 2 enfants, 3 enfants, si je ne sais pas si le père va mourir ou la mère ou pas du tout, ou s'ils vont se taper dessus, s'ils vont s'embrasser, et comme je fais donc en parallèle, avant de commencer à écrire cet énorme travail de documentation, c'est là aussi que je tire des petites pépites. Des petites choses. Alors, ça grésille toujours un peu avant. Alors, on ne sait pas, ça y est, c'est reparti. Dans ce que je lis, je vais trouver des petites histoires, des petits éclairages. J'adore les détails. Et donc, ces détails-là, ils vont se construire dans ma tête. Je vais les replacer, je vais les réarranger, je vais les mettre en lumière. Par exemple, dans Venise, en travaillant, je suis tombée sur un truc qui m'a époustouflée. C'est un scientifique vénitien, là, il y a quelques années, qui a commencé à travailler sur les tableaux de l'époque de Bellotto et compagnie. Une époque où la peinture devait représenter l'exacte réalité de la vie. Et donc, on peignait avec ce qu'on appelait on essayait de représenter exactement la réalité. Et pour ça, souvent, on avait ce qu'on appelait des caméras obscura, c'est-à-dire des boîtes avec 2 faces translucides et qui permettaient de surimprimer en quelque sorte sur une feuille l'image qui rentrait dans la boîte. C'était une espèce d'ancêtre de l'appareil photo, si on peut dire. Et donc, ce scientifique s'est dit, les tableaux de l'époque représentent Venise exactement comme elle était à l'époque. Et donc, il a commencé à comparer le niveau de l'eau sur les tableaux de l'époque du niveau de l'eau dans les photos d'aujourd'hui. Et comme les tableaux de l'époque représentent exactement, pratiquement pierre par pierre, les paysages, les monuments, on peut mesurer précisément la différence entre ce qu'il y avait au XVIIe, XVIIIe et ce qu'il y a aujourd'hui. Et c'est très intéressant puisque à l'époque, on ne savait pas mesurer la hauteur de la mer. On a inventé les machines pour mesurer ça plus tard, mais ça permet de voir que la courbe de montée, d'affaissement de Venise et de montée du niveau de la mer, elle est exponentielle. Et cette idée d'aller chercher dans l'histoire et dans l'art une forme de compréhension de la réalité d'aujourd'hui, moi quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit waouh, quel truc de génie! Et c'est le début de la prise de conscience de ma petite Léa, qui a son professeur qui leur parle de ça, et tout d'un coup, ça y est, après, elle tire le fil et elle est partie, quoi. Et ça, j'adore ça. Donc, mais ça vient
ce que je disais tout à l'heure. Je tourne autour du truc pendant longtemps, quoi. Et après, après l'histoire, elle se construit. Alors aussi, moi, je n'ai pas les moyens d'écrire en continu parce que je fais 3000 choses en même temps. Donc souvent, je fais rien pendant 3 semaines parce que je fais autre chose. Et ça mûrit dans ma tête. Et après, je refais un petit bout. L'histoire se déroule. Et puis, 3 semaines plus tard ou 3 jours plus tard, ça repart. Et souvent, à un moment donné, je me dis, comment ça va finir cette affaire ? Et alors là, c'est des fois un peu angoissant parce qu'il y a un moment où on se dit, bon, voilà, j'ai fait un peu le tour de la question. Ça finit, mais ça finit comment ? Donc, je me raconte un peu l'histoire à moi-même, quoi. Et après, sur le style, je travaille beaucoup, mais ça, je crois qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire, je sais qu'au début, c'est pas bien. Ça peut pas être bien la première fois. Moi, je suis pas, j'ai pas du tout de génie de l'écriture. J'écris des trucs qui sont moches, qui me plaisent pas. Il faut les cracher. Et après. Vous réécrivez beaucoup. Vous réécrivez. Ouais, vous je réécris relisez. beaucoup. Je réécris beaucoup. Ouais. Je relis beaucoup, je réécris beaucoup. Merci, c'est très intéressant. Les personnages, c'est pareil, ils se construisent un peu petit à petit. Souvent, au début, dans ma tête, c'est souvent un petit peu caricatural. Je reprends le personnage de Guido. Au début, évidemment, je sais que ce personnage va représenter le business as usual. Hein. Donc, voilà, il est... donc, je sais que je vois bien le type de mentalité qu'il a. Mais après, quand je commence à lui donner un peu de chair, un peu d'émotion, un peu de vécu, un peu d'histoire, j'aime bien... j'aime pas les beaux héros et j'aime pas les gros méchants. On n'est pas comme ça, nous, les uns et les autres. On est un peu méchants, un peu héros. Et donc, plus ou moins, mais d'accord, mais quand même. Et donc, voilà, donc, sont des gens, mes personnages sont quand même des gens de la vie ordinaire. Ce sont pas c'est des gens qu'on peut croiser, c'est des gens qu'on peut connaître, c'est des gens qui sont dans notre cercle de relations. Donc au fur et à mesure, les choses s'affinent et les gens, les personnages prennent parce que je pense que je les aime bien au fond. Et même s'ils sont pas s'ils font pas des trucs terribles et si voilà, il y a une humanité quand même à un moment donné. Donc j'aime bien aussi qu'elle puisse ressortir, même si je leur fais dire des choses qui sont que j'aime pas et que je combats. Voilà, mais voilà, j'essaye de j'aime bien la nuance, quoi. Je trouve que ça, pour moi, c'est plus facile aussi de se projeter dans des personnages qui ont de la nuance que de se projeter, par exemple, dans un héros qui est tellement génial que de toute façon, on se dit, mais moi, je devrais... Voilà. Donc, voilà. Isabelle, rebonsoir. Je reviens sur vous qui êtes une grande dame de la mer et de la cause environnementale, et je me pose une question qui me taraude sur cette surenchère du gigantisme de fabrication de paquebots qui sont maintenant des grandes villes, puisque là on va sortir un paquebot, je pense du reste qu'on en saura pratiquement tous les 2 ans. Il y a plusieurs grands trusts de tourisme naval, que ce soit MSC, peut-être Costa ou un autre américain. Et il y a une course au gigantisme. On va bientôt arriver, peut-être même avant la fin de cette décennie, à des paquebots qui peuvent prendre à peu près 10 000 passagers et 5 000 membres d'équipage. D'un autre côté, on a la navigation de commerce avec des cargos comme Maersk ou CMA CGM qui, eux, ont adopté un concept anti-pollution, entre guillemets, avec des carburants comme le gaz gélifié et autres. Ce sont des bateaux qui sont énormes, évidemment, hein, mais ils sont dans des zones qui ne sont pas en immédiate proximité des centres-villes. Ils sont plutôt sur les extérieurs des grands ports internationaux, alors que
ces paquebots, eux, rentrent pratiquement à l'intérieur des villes. Dieu merci, Venise a réglé le problème des costas qui passaient sur le Grand Canal, mais ça a été des années et des années de combat. Et ces bateaux n'ont toujours pas adopté ce mode de fonctionnement, de motorisation quasiment non polluante. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Alors, pour ce qui concerne les paquebots, c'est vrai que c'est une catastrophe environnementale. Et c'est vrai qu'en plus, que je disais tout à l'heure, allons vers le moins mais mieux. Quand vous êtes sur un paquebot, moi j'en ai croisé des tas en Antarctique par exemple, les gens ils sont à la passerelle avec un verre de vin blanc, hein, et ils sont pas tellement... voilà. Donc ils sont dans la distance, ils sont dans la représentation. À Venise, moi j'y suis allé, il y avait encore ces grands paquebots, le selfie c'était caricatural, il y avait 3000 mecs en train de faire des selfies à tous les étages des 8 ponts du bateau. Donc ça c'est vraiment un tourisme dont on sait très bien pourquoi il existe, parce qu'il est éminemment rentable et parce qu'il y a quand même plein de gens qui ne rêvent que de ça. Faut quand même en être conscient. Il y a plein de gens qui adorent les croisières et qui trouvent ça génial. Donc, alors on peut dire qu'ils se sont laissés avoir par la publicité, mais enfin bon, il y a quand même... après, la question des cargos, elle est intéressante. Elle est d'abord, ce qu'il faut quand même dire, c'est que 90% de ce que vous avez pris chez vous a pris le cargo. Faut pas se tromper. Aujourd'hui, tout vient... de Chine, de je ne sais pas où, et prend le cargo. Donc, il y a une première question qui est de se demander pourquoi est-ce qu'on fabrique les trucs à l'autre bout de la Terre pour les ramener en cargo chez nous. Ça, c'est une chose. Après, évidemment, le fait de faire des bateaux, des cargos aussi de plus en plus grands, c'est une question économique. Ça peut aussi être une question, finalement, un ordinateur... Le trajet en cargo d'un ordinateur, si le cargo est petit, va avoir un coût carbone élevé. Si le cargo est grand, le coût carbone sera moins grand, forcément. Donc, c'est pas forcément, à partir du moment où les flux existent, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et effectivement, les armateurs de cargo se mettent de plus en plus au gaz naturel liquéfié, qui est quand même un fossile. C'est quand même du gaz, donc c'est quand même de l'émission de gaz à effet de serre, beaucoup moins importante que le cargo moyen, qui utilise le pire des trucs dégueulasses de la Terre, qui est le résidu de l'exploitation pétrolière. Donc on tire d'abord l'essence, le gasoil, les choses comme ça, et à la fin dans la cuve, il reste un truc épais et solide qu'on est obligé de chauffer à 200 degrés pour pouvoir le mettre dans des bouilleurs et faire avancer le cargo. Et ça, c'est vraiment un truc dégueulasse parce que ça émet beaucoup de particules. Voilà. Donc, il y a quand même un effort des compagnies aujourd'hui, des grandes compagnies, pour essayer de passer au gaz, en sachant que le gaz, c'est un intermédiaire qui est déjà très compliqué à manipuler. C'est pas facile du tout de faire marcher un gros cargo avec du gaz naturel liquéfié. Et qu'à terme... L'idée, ce serait quand même des moteurs soit à hydrogène, soit des moteurs électriques, à condition que l'électricité vienne d'une énergie verte et pas, évidemment, et pas de centrale à charbon. Donc, c'est un mouvement qui est en cours et qui devrait aussi, à minima, être en cours avec les cruise ships, les bateaux de croisière de passagers. Il me semble que CMA est en train d'étudier un prototype de grand cargo à voile. À voile, alors, c'est pas tout à fait des cargos à voile, c'est des cargos forcément à propulsion mixte. D'abord parce qu'on ne peut pas faire marcher un bateau de 300 mètres avec 20 000 containers dessus. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, 20 000 containers. Donc la masse que ça représente, mais... Il y a beaucoup de... Alors, ces compagnies travaillent aussi beaucoup avec plein de startups, avec plein de gens, sur l'utilisation de la voile, soit par des cerfs-volants, soit par des voiles fixes, qui viendraient faire diminuer d'environ 15 à 20%, ce qui n'est pas négligeable, les consommations de carburant. Parce qu'il faut quand même que les voiles soient manipulables, il faut que les vents soient stables, il faut que... Bon, ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Ce n'est pas un dériveur que vous maniez comme ça. C'est clair, mais
on démarre sur un nouveau principe qui est intéressant en fait. Hein. Oui, alors, et puis il y a, parallèlement à ça, il commence à y avoir, sur des petites distances ou pour des choses très précises, des bateaux uniquement à voile. Il y a aujourd'hui en France 2 lignes à voile, une qui va chercher du cacao en Amérique du Sud, on y revient, et une autre qui va chercher je ne sais plus quoi, où là, on a affaire à des produits très chers et qui ont peu de poids. Et donc, on peut rentabiliser un voyage avec 200 tonnes de marchandises. Parce que 200 tonnes de cacao, ça coûte très cher. Donc à ce moment-là, on arrive à avoir, on peut faire du petit cabotage aussi. On peut arriver à imaginer d'avoir des bateaux qui aient des moteurs juste pour rentrer et sortir du port, ou quand il n'y a pas de vent du tout, évidemment. Mais sur des routes comme les routes des Antilles, où il y a du vent à peu près tout le temps, on peut avoir, disons, une très très grande proportion de propulsion vélique. Une autre question. Alors, attendez, on va vous passer le micro. Alors, il nous reste... on est déjà sur la fin. Hein. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Voilà, oui, alors, une ou deux questions. Voilà, c'est ça. Allez-y, prenez le micro. J'avais une question, ou plutôt un conseil. Comment on pourrait essayer de motiver les gens qui ne veulent pas agir contre le réchauffement climatique, ou du moins qui n'essayent pas de le comprendre? Ah, ça, si j'avais la solution, ça fait longtemps que... Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Des gens qui sont totalement dans le déni aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Des gens qui disent que rien n'a changé, qu'il ne fait pas plus chaud, que tout va bien, moi, j'en connais pas. Donc, globalement, quand même, tout le monde a un peu pris conscience qu'il y a des trucs qui se passent. L'étape d'après, qui est de dire ces changements sont dus à l'activité humaine. On a mis beaucoup de temps. Allô, allô. Allez, on va finir avec celui-là. Est-ce qu'il est mieux celui-là? Ah, on va revenir à celui-là, voilà. C'est le gag, le comique de répétition, là. On a mis beaucoup de temps, on a mis 20 ou 30 ans à faire le pas, mais aujourd'hui, il y a peu de gens qui disent que l'homme n'a rien à voir dans tout ça. À mon avis, ces gens-là, c'est pas la peine de se casser la tête à essayer de les convaincre. On voit sur d'autres sujets que les gens qui vous disent que la Terre est plate, il y en a. C'est pas la peine de se casser la tête à leur expliquer par des équations par A plus B ou par je sais pas quoi qu'en fait la Terre est ronde. Il vaut mieux, à mon avis, pas s'épuiser parce que de toute façon, c'est des gens qui idéologiquement décident qu'ils sont dans une vérité alternative. Donc ça, c'est une espèce de croyance du charbonnier, comme on disait dans le temps. Je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. Par contre, il y a toute une fraction de gens où là, on peut vraiment aller les chercher. C'est les gens qui disent on n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais c'est comme ça, ma pauvre dame. Tout fout le camp. Voilà. Et alors, ces gens-là, justement, il faut leur montrer peut-être sur des plus petits exemples, peut-être sur des choses que non, tout fout pas le camp et qu'on peut quelque chose. Et qu'on peut changer les choses. Et qu'on peut s'organiser autrement et qu'on n'est pas plus malheureux. Tout à l'heure, je crois que c'est madame qui disait en fait, on est une société où on a tout, on a trop de tout et en fait, on déprime. Voilà, peut-être qu'en ayant un peu moins de tout, on déprimerait peut-être un peu moins, mais et montrer aux gens justement peut-être sur des petits exemples que ce changement de pensée, ce changement de façon de faire les choses ensemble, ça nous amène du bonheur. Je vais prendre un exemple peut-être un peu idiot, mais qu'on voit aujourd'hui dans un certain endroit. Les gens qui font des jardins partagés bio. Il y a 10 ans ou 20 ans, vous aurez traité d'abrutis, quoi, en gros. D'aller faire pousser des carottes et des tomates dans un jardin de centre-ville à plusieurs. C'était une idée. Eh ben, vous voyez bien que tous les gens qui font ça, c'est super sympa. Ils se font des petites fêtes, ils font des trucs ensemble, ils apprennent plein de choses, ils ont les mains dans la terre, ils ont les gamins qui tournent autour, Et donc,
En plus, du coup, ils font plus attention à la nourriture. Du coup, ils vont faire attention à comment ils la cuisinent, à comment ils... Enfin, voilà. Et il y a tout un truc qui se met en route autour de ça et qu'on peut partager assez simplement. Ça, c'est un exemple simple que je donne, mais on peut le trouver aussi dans les transports, à plein de niveaux. Et c'est là qu'on peut essayer de capter ces gens-là autour de soi, dans sa famille, dans ses copains, dans son quartier, dire tiens, on pourrait faire ça, quoi. Et là, ça met en route quelque chose. Ça montre que un autre monde est possible, pour reprendre une expression bien connue, et que c'est à notre portée, en fait. Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas à notre portée. Il y a des choses qui sont au niveau des États, de l'ONU, de je ne sais pas quoi. Mais il y a des gens qui s'en occupent aussi. Mais voilà. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut essayer de parler à ces gens-là qui me paraissent être une grosse partie de la population très importante à emmener avec nous pour que justement, moi, s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est ce fameux terme d'écologie punitive. Alors là, mesdames, messieurs, c'est pas d'écologie qui est punitif. Parce que pas d'écologie, ça se finit mal. Et ça fait très bobo. Donc, quand on a une vision écologique des choses, c'est pour que les humains soient mieux. Hein, parce que moi, j'adore les ours et les éléphants, mais s'il n'y a plus que des ours et des éléphants sur la planète, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des humains qui puissent voir les ours et les éléphants et qu'on vive en harmonie. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est le plus, c'est aller vers des choses meilleures, dans lesquelles on va mieux s'épanouir, dans lesquelles nos relations seront plus apaisées. Et donc ça peut se construire. Et ça, c'est important de le faire. Une petite dernière ou est-ce qu'on en est moi, je voulais vous demander, en fait, j'avais une double question, mais la deuxième partie, vous avez un peu répondu tout à l'heure. Quel était votre meilleur souvenir et votre pire? Alors, le pire, c'était le cauchemar, le naufrage, j'imagine. Vous en avez peut-être un autre. Mais pour finir en beauté, votre meilleur souvenir? Ben non, mais il y en a tellement. Parce que moi, je fais du bateau parce que c'est bon, ça fait du bien. Je suis pas maso et je fais pas du bateau pour... voilà. Dans quel sens il faut lui taper dessus, le tourner oui, ben voilà, ça y est. C'est vraiment génial. Donc après, des beaux souvenirs, en fait, c'est des moments... Évidemment, c'est des moments de nature, mais c'est des moments où il y a une harmonie. Voilà. Et c'est des moments où on a l'impression que nous, en tant qu'êtres humains, on est là où il faut quand il faut. Ça peut être dans le mauvais temps, ça peut être dans le beau temps, ça peut être près d'une côte, ça peut être en plein milieu de l'océan. Je sais pas, il y a des moments où il se passe quelque chose. Où le bateau, l'environnement du bateau, parfois les animaux marins qui sont là, les oiseaux, soi-même... Il y a une espèce d'énergie qui tourne, de quelque chose qui... Donc évidemment, il y a des images, je parlais tout à l'heure des albatros qui dansent dans la houle, par exemple, mais il y a aussi des fois des images incroyables. Le mauvais temps, ça peut être une énergie magnifique. Hein. Il y a des moments, ouais, c'est pas agréable, mais il y a des moments, le bateau qui fonce comme un fou là-dedans, et le bateau est bien réglé comme il faut, et on est à fond, et ça siffle, ça hurle, ça tape, ça cogne, ça grogne, et ça passe. C'est magique. C'est aussi magique. Donc voilà, c'est les petites pépites de la vie, quoi. Mais comme on en connaît tous, hein. Comme on en connaît tous, il y a des moments où on se trouve, des fois avec des amis, de la famille, celui ou celle qu'on aime, ou une balade en forêt, ou je sais pas quoi. Il y a des moments, tout d'un coup, il y a un truc qui fait qu'on dit « Waouh, qu'est-ce qu'on est bien sur cette planète, quoi. Hein. » C'est un peu ça. Quand vous vivez ces moments de grâce, vous avez un petit carnet où vous notez des idées comme ça Non, je crois que j'ai tout dans la tête, quoi. Et j'aime bien ça. Par exemple, je fais jamais de photos, quasiment jamais de photos, parce que la photo, c'est un objet entre moi et moi, je peux rester longtemps, et c'est une des qualités des marins, parce qu'on est obligé de contempler beaucoup, de regarder beaucoup ce qui se passe, hein, la forme des nuages, la couleur de l'eau, là, tout ça, c'est des choses importantes pour nous. Donc on a travaillé cette faculté de se concentrer et de voir
de regarder, d'écouter, de sentir, enfin, toutes ces choses-là. Et ça, moi, parfois, des dizaines d'années plus tard, je crois que je suis assez capable de retrouver cette... voilà. C'est peut-être la dernière. La dernière, je pense. Du public, j'entends. Parce qu'après, on a la rencontre qui se poursuit. C'est quoi? Allez, on va clôturer comme ça alors. Oui, c'est quoi votre prochain projet à la rigueur? Non, écoutez, le bateau. Projet en cours. Le bateau est en Islande, il m'attend tranquillement, gentiment, et on va aller dans le nord-ouest du Groenland cette année. Entre autres, en partie avec un garçon qui étudie le plancton. Et donc, on va une partie du temps traîner un petit filet à plancton pour essayer de... Voilà, parce que l'étude du plancton, c'est extraordinairement important pour comprendre ce qui se passe dans l'océan, mais aussi, on va aller voir plein de belles choses. Du plancton. Du plancton marin. Et en écriture, vous avez déjà une idée? Il y a des projets un peu disparates qui ne sont pas pour l'instant des projets de romans. Donc voilà, donc c'est en train de se discutailler un peu dans les bureaux pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et je peux me permettre une petite vacherie? Ça, c'est nul. Un bon verre d'eau du robinet, dans un verre en verre. Une gourde, pour les jeunes. Ah oui, c'est vrai. On va se retrouver dans la pièce juste à côté. Voilà, il y a une vente de livres, une signature, et il y a également un petit goûter, voilà, qu'on peut partager ensemble avec un petit verre de l'amitié. Merci beaucoup.